J'ai fait des études un petit peu hétéroclites, avec dans pas mal de cursus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai eu une carrière d'ingénieur dans les télécoms, mais c'est ce côté scientifique qui m'a amené à approfondir les travaux de Béchamp. Voilà. Il m'a semblé important que on comprenne enfin ces travaux. J'en suis venue depuis peu, donc l'année dernière, hein, on est en 2024, non, ça fait un peu plus d'un an, en 2023, j'ai décidé d'écrire un livre pour expliquer, pour expliquer les travaux de Béchamp, parce que je pense qu'il manquait une synthèse pour expliquer ses travaux. J'ai écrit ce livre, donc je vous présenterai plus loin. Voilà, c'est Dominique Sauet qui m'a sollicité pour que je puisse vous expliquer un petit peu ce que sont les microzymas. Donc, sans doute que vous connaissez pour la plupart, mais souvent on en entend parler, mais sans avoir vraiment compris l'importance qu'ils ont et leur rôle dans tous les organismes vivants, leur lien par rapport aux cellules, par rapport aux microbes, par rapport à tout ce qui existe dans le vivant. Voilà, donc c'est ce que je vais vous expliquer de mon mieux. Donc, Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, c'est le titre de mon livre, justement parce que grâce aux travaux de Béchamp, on peut comprendre le vivant d'une toute autre manière. Les scientifiques analysent tout ce qui est physico-chimique à l'intérieur de nos organismes, mais ils n'ont pas compris le vivant. Voilà. Donc, Antoine Béchamp avait compris ça. Il est à cheval sur 2 siècles, entre le 19e et le 20e siècle. Il a vécu quand même plus de 91 ans. Il a passé beaucoup de diplômes, chimiste, pharmacien, médecin, mais surtout, c'est vraiment un savant exceptionnel. Et quand on approfondit ses travaux, euh, c'est, c'est une évidence. Voilà, il était exceptionnel justement parce qu'il allait au bout du questionnement. Il se questionnait en permanence, il cherchait toujours à comprendre. Pour lui, tout devait avoir une explication. Et pour vous qui êtes des praticiens IGA, ce qu'avait compris Antoine Béchamp, c'est que la matière est inerte, telle qu'on la connaît, telle que les scientifiques l'analysent, c'est de la matière inerte que les scientifiques analysent actuellement. Cette matière est inerte, mais mobile, subissant l'impulsion qui lui est donnée, lui obéissant, mais ne pouvant se l'attribuer. C'est-à-dire que ce qui rend vivant une matière, c'est quelque chose qui lui vient de l'extérieur. Mais ça lui vient de l'extérieur et ça arrive à un élément de base. C'est ce qu'avait découvert Antoine Béchamp. C'est qu'il avait compris quelle était la brique de base du vivant, capable de recevoir cette impulsion de vie dont on a tout à découvrir. C'est Philippe Guillemot qui parle de l'âme. C'est pour un scientifique, ça fait du bien, parce que le but de la science, c'est d'aller là, justement, d'analyser le vivant et de comprendre cette impulsion de vie. Pour l'instant, je vais rester au niveau pragmatique. Ce qu'a découvert Béchamp est totalement concret et ces microzymas sont vraiment concrets. Et le problème, c'est que Antoine Béchamp était réduit au silence, hein, et ses travaux ont été complètement ignorés. C'est pour ça que on ne connaît pas les microzymas. Et pourtant, c'est la brique de base du vivant. Et la méconnaissant, elle est attaquée, elle est prise pour parasite et elle est accusée à tort de tous nos maux. Alors que c'est le vivant en nous et c'est ce qui nous rend vivants. Donc je vais vous expliquer tout ça. Qu'a découvert Antoine Béchamp? Les scientifiques pensent qu'au-delà de la cellule, il n'y a plus rien de vivant. Pour eux, l'élément de base, c'est la cellule.
Eh bien, Béchamp a découvert qu'à l'intérieur de tous les organismes vivants, il y avait des petits organismes vivants, des petits ferments, plus petits que la cellule, qui sont l'élément vital permanent sans lequel il n'y aurait aucune matière vivante. Il n'y aurait pas de cellules, il n'y aurait aucune matière vivante. Et ces microzymas, les scientifiques les connaissent, mais sans le savoir, ils voient des granulations, mais ils estiment que ces granulations sont amorphes. On leur a dit qu'elles étaient amorphes, donc ils ne s'interrogent plus. Mais certains commencent à découvrir ce qu'on appelle les exosomes, les nanobes, les endophytes dans les végétaux. Les exosomes, ce sont des petites particules qui s'échappent des cellules. Ils ont trouvé des nanobes aussi dans les organismes. Toutes ces petites particules qui sont de taille nanométrique, quand on dit nanométrique, le micron, c'est un millionième de mètre. Le nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Ces particules, elles sont plus petites que le micron. Elles sont de l'ordre de 0,5 micron et même plus petites encore. Et les scientifiques les découvrent actuellement, sans savoir que ce sont des microzymas. Et ils ne se posent même pas la question, est-ce que les exosomes sont vivants ou pas? Parce que pour eux, tout ce qui est plus petit que la cellule ne peut pas être vivant. On est sur la théorie cellulaire et on n'en bouge pas. Donc oui, on peut faire le lien entre exosomes, nanomes, endophytes par rapport aux végétaux, par rapport aux microzymas. Il y a un microbiologiste, Stefano Scoglio, qui explique, il est sûr, absolument sûr, que les exosomes sont les microzymas de Béchamp. Et donc, toutes ces petites particules que l'on découvre actuellement dans les organismes, il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de publications sur les exosomes actuellement, on n'arrête pas de leur découvrir, qui sont très récentes, on n'arrête pas de leur découvrir sans cesse des propriétés. Donc, les microzymas sont l'élément vital en soi. L'élément de base, ça ne peut pas être la cellule. La cellule, elle est provisoire. Les cellules ne cessent de se renouveler. Et que laissent échapper les cellules quand elles se détruisent? Elles laissent échapper plein de granulations. Et ces granulations sont des microzymas. C'est l'élément vivant le plus petit de tout organisme vivant. Et ce sont en fait de très petits ferments. C'est pour ça que Antoine Béchamp les a appelés microzymas, très petits ferments. Et c'est le ferment de vie à la base de toute matière vivante, sans lequel aucune matière ne pourrait être vivante. Antoine Béchamp, il a trouvé ces microzymas partout. Il avait commencé par les trouver lors d'une expérience sur la transformation du sucre. Je ne vais pas rentrer dans des détails scientifiques trop poussés. Il avait découvert ces microzymas à l'origine de moisissures, ces petites granulations à l'origine de moisissures, et elles venaient de l'air. Par la suite, il a analysé dans l'air, il en a trouvé plein, ces petites granulations. Et il les a retrouvées ensuite à l'intérieur de tous les organismes vivants, animaux, végétaux. Et il lui suffisait par exemple, il le décrit là, pour les voir, il suffit de prendre un fragment d'organe, un embryon d'amande, le parenchyme d'une feuille, un peu de foie, de pancréas, etc. Et il arrivait, en mettant ça sur une lame mince, il arrivait à voir quelque chose de beaucoup plus petit que les cellules, et que c'était ces granulations moléculaires. Donc ces granulations, les scientifiques ne leur accordent pas de rôle. Si vous voulez voir un petit peu à quoi elles ressemblent, tu peux lancer, Hubert, la vidéo sur les granulations pour avoir une petite idée. Euh, cette vidéo, elle vous montre une cellule souche. On est à l'intérieur d'une cellule souche. L'échelle qui est inscrite en bas à droite, vous verrez, est à peine de 10 microns. C'est-à-dire que si vous voyez les petits points
les petits points brillants que vous apparaissez là, ils sont à peine de l'ordre du micron, plus petits que le micron. Et on est à l'intérieur d'une cellule souche. Il y a le, le noyau que vous voyez, en gros, le gros rond que vous voyez, c'est le noyau de la cellule. À l'intérieur, il y a de l'ADN, c'est les chromosomes. Mais il y a plein de fibres. On ne s'intéresse pas aux fibres, c'est des fibres de stress. Et donc, tous les points brillants sont des granulations et d'autres sont sous une autre forme avec un centre foncé. Et on les voit se déformer en bas à droite. Et toutes ces granulations sont sans doute des microzymas à différents stades. Parce que les microzymas sont à l'origine de tout dans nos organismes. Maintenant, il faudrait vérifier, c'est-à-dire il faudrait les extraire et puis on verra. Antoine Béchamp a découvert les enzymes. Il s'est aperçu que ces granulations étaient capables de produire des enzymes. Donc en fait, il faudrait les extraire et voir si elles sont capables de produire des enzymes. Dans ces cas-là, ce sont des microzymas. Donc, les microzymas, et c'est le dessin qui est sur mon livre, il n'est pas là par hasard. La question qui est posée, les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Je disais qu'en fait, les scientifiques ne s'intéressent qu'à ce qui est inerte dans nos organismes. Ils ne se sont pas intéressés à ces granulations. Ils ne se sont pas rendus compte que ces granulations sont le seul élément vivant dès l'œuf. Ils sont même à l'origine des gamètes, c'est-à-dire l'ovocyte chez la femme, les spermatozoïdes chez l'homme. Les gamètes, mâles et femelles, sont formés par l'agrégation de ces granulations vivantes. Et donc, l'œuf, une fois fécondé, l'embryon naît de ces microzymas. C'est le vivant à l'intérieur des organismes vivants. Et c'est de là que naît tout ce qui apparaît ensuite dans l'œuf, dans l'embryon et petit à petit dans le petit être, l'individu qui est formé. Tout est formé par les microzymas. Il est au départ de l'individu, par moment, avant que les cellules n'apparaissent, il est des moments où on ne voit que des granulations, que les microzymas. Et tout ce qui apparaît par la suite provient d'eux. Vous, vous comprenez là, vous comprenez l'importance de ces microzymas-là. Ils sont, ils sont le vivant en nous. Ils sont à la base de l'organisation, parce que tout est organisé. L'œuf déjà est organisé. Tout est organisé. Ils sont à l'origine de toute structure nécessaire à l'individu, de ses cellules. Ils sont à l'origine des cellules. Et c'est pour ça, quand une cellule meurt, elle libère ses microzymas. Et on retrouve, ces microzymas sont permanents dans les organismes. Ils ne cessent de se multiplier au fil du développement de l'embryon et de l'individu par la suite. Et ces microzymas sont permanents, alors que les cellules ne sont que temporaires. Et ils sont à l'origine des gènes aussi. C'est eux qui produisent toutes les structures, mais aussi toutes les protéines et tous les éléments qu'on a dans nos organismes. C'est-à-dire, quand on parle de génétique, en réalité, on devrait parler de sans doute quelque chose qui vient des microzymas, qui serait la mémoire de nos anciens par de ce qu'on hérite, qui se trouve à l'intérieur même des microzymas, avant même qu'ils produisent les gènes. Donc, au fil du développement de l'embryon, ils vont développer les centres vitaux. Et alors qu'ils étaient des microzymas souches au départ, hein, des éléments vitaux souches au départ, ils se spécifient au cours du développement de l'embryon puis de l'individu. Et ça, c'est des travaux que Antoine Béchamp a fait, son fils même, qui faisait partie de son équipe, qui l'a suivi dans ses travaux, qui a vraiment étudié et observé la spécificité au cours du développement de l'embryon et de l'individu par la suite. Et petit à petit, et c'est là
qu'est l'organisation, chaque élément va trouver sa place dans des milieux qui sont propres à chaque fonction. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces centres vitaux, il va y avoir des cellules qui seront formées. Il va y avoir des cellules qui vont être formées spécifiques de ces centres vitaux. Et le rôle, pourquoi sont formées ces cellules? C'est que les microzymas, ils ont besoin de réaliser, c'est eux qui réalisent les fonctions du centre vital, et ils ont besoin pour cela d'avoir un milieu propice à la réalisation de leurs fonctions. Tout est une question de milieu. Et le but de la cellule, c'est de maintenir ce milieu adapté à la fonction et qui est indispensable pour réaliser cette fonction. C'est le rôle des cellules. C'est pour ça que les microzymas construisent des cellules. Et les transformations chimiques qui se produisent à l'intérieur de ces milieux, justement, ce sont des fermentations, c'est-à-dire que les microzymas sont des petits ferments qui se nourrissent du milieu. Et ces transformations, ils éliminent ensuite, et les déchets sont les produits de la fermentation. Et à l'intérieur d'une cellule, les microzymas vont essayer d'entretenir le milieu par homéostasie, c'est-à-dire qu'ils vont euh, gérer les flux entrants et les flux sortants de telle sorte que le milieu soit toujours maintenu. C'est l'homéostasie. Et ces petits ferments, donc ces fermentations qui ont lieu à l'intérieur des cellules, en particulier le métabolisme, c'est une série de fermentations réalisées donc par des ferments. Et ce qui se passe actuellement, c'est que les scientifiques, comme ils réfutent tout vivant en dessous de la cellule, ils ont découvert que le métabolisme était réalisé par un petit organisme vivant. Alors ils avaient besoin de trouver une explication. Ils sont sur des dogmes et ils trouvent des explications par rapport aux dogmes. Et l'explication qu'ils ont trouvée, eh bien, ce qu'on a à l'intérieur de nos cellules, ce sont des archéobactéries qui vivent en symbiose dans nos cellules pour réaliser notre métabolisme. Je ne sais pas si vous voyez le raisonnement, ce raisonnement qui est particulièrement tordu, c'est-à-dire que nos cellules elles-mêmes ne seraient pas capables de réaliser leur propre métabolisme. Tout ça parce qu'on réfute le vivant à l'intérieur de nos organismes. Donc, ce qui réalise le métabolisme, en réalité, ce sont les petits ferments de vie, ce sont les microzymas. Et qu'est-ce qui se passe? Je parlais du milieu. L'importance du milieu parce que c'est les microzymas qui réalisent les fonctions des différents centres vitaux. Quand je dis centres vitaux, je parle du foie, du pancréas, de la salive, pourquoi pas. Tous les centres vitaux, les microzymas se sont spécifiés au fil du développement. Et ce milieu était très important, le milieu qu'ils doivent préserver. Donc, c'est plein de milieux différents. Chaque fonction a un milieu précis. Et ces milieux doivent être en homéostasie. Et lorsque le milieu se déséquilibre, eh bien, le microzyma ne peut plus réaliser ses fonctions. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, il devient morbide. C'est-à-dire qu'il est, il est malade, il n'est plus dans une situation normale. Et il peut évoluer en bactérie. Et ce qu'on appelle microbes ne sont autres que les microzymas à différents stades d'évolution. Ces microzymas et ces microbes, ce qu'on appelle microbes, ces bactéries, ou ça pourrait être des moisissures, c'est suivant le milieu, pour ceux qui ont fait de la bioélectronique et qui connaissent les différents milieux. En fonction du milieu, le développement va se faire vers des bactéries si c'est un milieu qui est réduit, c'est-à-dire antioxydant, antioxydé, disons. Et s'il s'agit de transformation en moisissure, c'est que le milieu est acide oxydé.
pour ceux qui connaissent la bioélectronique. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est que lorsque le milieu est déséquilibré, ben, les microzymas ne peuvent plus réaliser leurs fonctions, ils sont morbides, ils peuvent rester à l'état de microzymas morbides, et dans ces cas-là, ce seront les maladies virales, ou ils peuvent évoluer en différents microbes suivant le milieu. Et que ce soit le microzyma, que ce soit les microbes obtenus par évolution des microzymas, ils sont tous propres à un individu et même au centre vital de cet individu, que ce soit un animal ou un végétal. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe là, c'est-à-dire que jusque-là, à chaque fois qu'on trouve un microbe dans un organisme, on pense qu'il vient de l'extérieur, parce que ça aussi c'est un dogme, puisqu'on a nié le vivant en nous. À chaque fois qu'on a trouvé quelque chose dans nos organismes, on a prétendu qu'il venait de l'extérieur. Je vous montre un exemple, une expérience de Béchamp, donc sur les granulations des végétaux. Pendant un hiver, donc à cette époque-là, on n'avait pas de réfrigérateur, on n'avait pas de, de façon pratique de faire geler une plante. Mais sa curiosité était là en permanence. Il y avait une plante grasse qui avait gelé avec l'hiver. Donc, il a observé cette plante après le dégel, hein. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a observé la partie gelée, la partie saine, et il a observé les parties intermédiaires. Dans la partie gelée, il a trouvé des bactéries. Donc, c'était quelques jours après le dégel, hein. Et dans la partie saine, eh ben, il retrouvait des microzymas. Et dans la partie intermédiaire, eh ben, il a vu les étapes de formation des bactéries à partir des granulations. Et il faut savoir que c'était une plante grasse, la peau était intacte. Et la cause de la maladie, c'est pas la bactérie, c'est le froid qui a changé les conditions du milieu. Vous vous souvenez, je vous disais, le milieu est très important. Les bactéries ne sont qu'une conséquence de ce changement, de ce déséquilibre. Donc, l'importance du milieu. Il a fait des expériences sur ce qu'on appelle la mer de vinaigre. Sur les figures, de la figure 1 à la figure 4, euh, ce que vous voyez, tous les petits points, ce sont ces granulations, ce sont les microzymas. Ce sont des dessins, puisqu'il y avait pas, ils ne pouvaient pas photographier à cette époque-là. Ce sont des dessins reproduits de ce qu'observait Antoine Béchamp. Donc vous voyez plein de petits points et à un moment donné, vous voyez des granulations qui s'associent les unes aux autres. Et au fil du temps, au fil des figures, là, vous voyez les granulations qui forment différentes bactéries, jusqu'à former des très longues bactéries, ce qu'on appelle des leptotrix. Le milieu était favorable, le milieu dans lequel il a placé les microzymas était favorable à la formation des bactéries. Et dans d'autres circonstances, en prenant ces mêmes microzymas et en les plaçant dans un autre milieu, eh bien, il obtenait des cellules. On voit sur la figure 5 les amas de granulation et petit à petit, à l'endroit où les granulations sont nombreuses, il y a petit à petit des cellules qui se forment et petit à petit, les cellules se détachent. Et remarquez bien l'importance du milieu, c'est-à-dire qu'il n'obtient jamais les deux en même temps. Si le milieu est favorable aux bactéries, il va se développer des bactéries. Si le milieu est favorable aux cellules, il va se développer des cellules. Je peux vous montrer, tu peux mettre la petite vidéo des chondrites, Hubert, s'il te plaît. Alors là, cette petite vidéo, elle est récente, c'est un laboratoire de recherche en Angleterre,
un laboratoire d'analyse sanguine qui met des petites vidéos sur Internet. Et j'ai repéré cette vidéo et on voit au milieu des globules. Alors donc c'est carrément un sang malade. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. C'est celle qui s'appelle chondrite. Oui, les chondrites que tu as sur l'autre. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, ce que vous voyez entouré de blanc et, bleu, et qui est bleu à l'intérieur, ce sont des globules, hein. Tout ce qui est de la taille, qui est assez gros, ce sont des globules. Et tous les petits points blancs que vous voyez entre les globules, ce sont des microzymas. Et si vous regardez bien, tu peux la mettre en animation, s'il te plaît. Si vous regardez bien, vous voyez des microzymas qui sont associés et qui, regardez un peu partout, vous en voyez certains qui s'associent, qui forment des bactéries. Et donc, on s'aperçoit que cet élément, c'est l'élément vital en soi, percé en soi. C'est vraiment l'élément vital à l'origine de tout organisme vivant, animal, végétal. C'est ce qu'on va retrouver qui va former la graine, c'est ce qui va former l'œuf, c'est ce qui va former ensuite tout ce qui est dans les individus. Et ces éléments sont propres à l'organisme. C'est-à-dire que le vivant en nous nous est propre. Antoine Béchamp, une remarque au passage, Antoine Béchamp, il pensait, et il avait des bonnes raisons de le penser, que même des micro-organismes externes ne pénétraient pas dans nos organismes, parce qu'ils ne sont pas chez eux. Un peu comme des greffes que l'on fait et qui sont rejetées par nos organismes de manière systématique. Et donc cet élément, ces microzymas, qui sont le vivant à l'intérieur de nos organismes, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont la matière vivante sur Terre. Vous vous souvenez que je vous parlais de l'impulsion que recevaient les microzymas. Et ce qui est important, c'est que ces microzymas, ils travaillent ensemble à nous organiser. C'est-à-dire qu'ils sont coordonnés. Qu'est-ce qui les coordonne? Ça, c'est des questions, c'est plein de questions qu'on devrait se poser à partir de là. Pourquoi il est important de voir? Parce qu'on constate qu'à partir du moment où l'individu est mort, eh bien, ces petits organismes vivants n'agissent plus en commun, ils n'agissent plus tous ensemble de manière coordonnée, mais ils vont agir pour leur propre compte. Ils vont devenir des petits ferments autonomes. Et ils sont le principe de base de toute putréfaction. C'est-à-dire, on pense que la putréfaction vient de l'extérieur, c'est-à-dire ce sont sans doute qu'il y a des éléments extérieurs vont intervenir à partir du moment où l'individu est mort. Sans doute des éléments extérieurs vont intervenir, mais en l'occurrence, au moment de la putréfaction, si on isolait complètement des germes de l'air ou de tout ce qui pourrait intervenir de l'extérieur, un individu mort entre en putréfaction par ces microzymas. C'est quand même énorme. Ces microzymas survivent à l'individu. En fait, ils sont la matière vivante sur Terre. Et à la fin de la putréfaction, qu'est-ce qu'on retrouve? Les microzymas eux-mêmes. Et le déroulement de la putréfaction se déroule avec la transformation des microzymas en bactéries et autres jusqu'à ce qu'ils aient réduit la matière organique à l'état minéral. C'est-à-dire que le but de la putréfaction, c'est de ramener l'organisme à, à ses éléments premiers, les matières minérales. Les individus, les organismes vivants sont constitués
de matière organique, donc organique parce elles ont une structure de carbone, hein. Et à la fin de toute putréfaction, ces matières organiques ont été dissoutes par les microzymas qui ont effectué cette putréfaction. Et on retrouve à la fin ces microzymas. On retrouve ces petits ferments qui sont devenus des ferments autonomes. Et ce qui est essentiel, c'est que les restes des organismes vivants que l'on retrouve dans l'air ne sont pas des parasites, ce sont des petits ferments. Et c'est eux que l'on prend pour des parasites. Tout un organisme vivant est réductible au microzyma. On l'avait vu pour la cellule. La cellule, c'est un petit organisme vivant finalement. La cellule, quand elle se détruit, elle libère ses microzymas. Eh bien, tout élément, tout organisme, que ce soit une graine, que ce soit un végétal, que ce soit un animal, à la fin, que reste-t-il? Les microzymas, les ferments qu'on retrouve à la fin. Mais j'aurais une expérience à vous montrer qui vous explique tout, qui vous démontre tout ça. Et cette poussière dans laquelle on redevient est en réalité une poussière vivante. C'est pas anodin. Parce que ces microzymas, ce sont bien les nôtres, hein. C'est bien ceux de l'individu, hein. Et ils ont un rôle derrière. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé leur nature de ferment autonome. On les retrouve partout dans la nature, dans l'environnement. Et là, ils ont ce rôle de ramener systématiquement la matière organique à l'état minéral partout dans l'environnement. C'est-à-dire, ils ont un rôle aussi au niveau terrestre, au niveau de la Terre, pour maintenir un équilibre entre les différentes matières. Et donc, la théorie dans son ensemble, c'est vraiment là est la théorie d'Antoine Béchamp. En quelques phrases, nos microzymas sont hérités de nos parents. Ils travaillent ensemble. Tant que nous sommes en vie, ils travaillent ensemble à nous construire, à nous organiser. Parce que je disais, pour avoir plein de milieux différents, il faut qu'il y ait une organisation. Et il n'y a pas de vie sans organisation. À la mort d'un organisme, les microzymas libérés agissent alors comme des ferments autonomes. Ces microzymas sont la source de la matière vivante. La matière vivante nous a été prêtée le temps d'une vie. Elle continue sa vie terrienne après nous. Les micro-organismes de l'environnement sont les restes des organismes vivants, animaux, végétaux. Et cela explique, et vous comprendrez mieux si vous avez déjà entendu la phrase d'Antoine Béchamp, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Suivant. Donc, si vous avez bien compris tout ça, là, ça change tout dans notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que d'un seul coup, on comprend le vivant, le titre de mon livre, la compréhension du vivant. On comprend que on est des, on a plein de petites briques qui travaillent ensemble. Et ce qui nous échappe encore, c'est quelle est l'impulsion qui est donnée à ces briques du vivant. Donc, je pense que la science, en connaissant ces briques du vivant, en s'y intéressant, ça devrait la mener à justement à la compréhension de tous ces éléments subtils que vous connaissez sans doute mieux que beaucoup de gens et dont vous vous servez. Mais la science, c'est son rôle d'aller jusque-là. La santé et la maladie dans tout ça. Donc on a vu, hein, la maladie, c'est un déséquilibre, hein.
pouvant rendre certains microzymas morbides. C'est vrai que certains déséquilibres, bon, ne rendent pas forcément les microzymas malades, hein. Euh, on- Notre organisme passe son temps à nous rééquilibrer, hein. Et donc, la maladie, quand on est malade, c'est que simplement les microzymas n'en peuvent plus. Ils sont dans un milieu qui est complètement déséquilibré et ils peuvent, dans ce milieu, suivant justement la nature du milieu, évoluer en bactéries ou autres micro-organismes. Et le professeur André Faugerousse, qui a fait la préface de mon livre, justement, explique: les microbes rencontrés dans les maladies ne sont pas leur cause, mais ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade. Ça résume, ça résume tout ce qu'on devrait comprendre de la maladie et de ce qu'on appelle les microbes. Donc, ce qu'il faut rechercher, c'est la cause du déséquilibre et pas s'en prendre aux microbes. D'ailleurs, on ne devrait même plus les appeler microbes. Parce que la notion de microbe, elle est complètement entachée de ce côté combatif, agressif. Non, on ne devrait même plus les appeler microbes. Microbes, c'était le nom qu'avait choisi Pasteur. Béchamp appelait microzyma. Et tout ce qu'on appelle, tous les micro-organismes qu'on qu'on connaît, les micro-organismes, les espèces qu'on connaît, ne sont autres que des évolutions des stades d'évolution de microzyma. Rien d'autre. On ne devrait même pas passer par des espèces. On devrait en revenir à comprendre l'origine du microzyma, savoir d'où il provient et il vient il vient d'un centre vital d'un organisme vivant. Voilà. Ce qu'il faut rechercher en maladie, c'est la cause du déséquilibre. Alors oui, je pose la question, on a forcément, je pose la question, mais j'y réponds en même temps. On a forcément une responsabilité, une part de responsabilité dans ce déséquilibre. Une fois qu'on a compris ça, euh, là, le maintien, l'équilibre du terrain est important. Alors, la notion de terrain, euh, il faut vraiment distinguer la notion de terrain par rapport à la notion de milieu. Le terrain, c'est un ensemble de plein de milieux différents. Je dis souvent qu'on parle de terrain site, ça n'a aucun sens, ça veut rien dire. On a plein de milieux différents à l'intérieur de nos organismes. Et donc, en fait, en réalité, quand on parle d'un terrain acide, c'est parce que les urines sont acides. Et à l'intérieur, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais bien comprendre que la notion de terrain, c'est un ensemble de plein de milieux. Et pour chaque milieu, pour chaque fonction, on a besoin d'un milieu différent. On a une part de responsabilité certaine, hein, dans des équilibres. La boisson, la nourriture, les pensées, notre mode de vie, les carences, le stress, le fait d'être coupé de la terre en permanence. Je vous parle de choses que vous connaissez là de manière évidente. D'avoir perdu le lien avec la nature, de s'être déconnecté de notre source. Tout ça sont des éléments qui sont importants et on a un rôle dans ce déséquilibre. Et donc, on a une responsabilité là-dedans. On peut subir bien sûr des agressions extérieures et souvent pas facilement décelables et même de plus en plus difficilement décelables au milieu de tous ces toxiques divers qui nous, qui nous intoxiquent justement. Les champs électromagnétiques, les vibrations négatives, la peur. On peut agir sans doute en nous protégeant au mieux quand on sait, vous êtes bien placé pour savoir comment vous protéger des ondes électromagnétiques en particulier, des vibrations négatives par la méditation et par essayer de transformer la peur et de se dire que entre peur et amour, il vaut mieux choisir l'amour parce que finalement, avoir peur ne change rien à ce qui peut nous arriver. Et puis, il y a les phénomènes cosmiques, les saisons, les cycles cosmiques, oui, comme
journaliers, lunaires, le soleil, bien sûr, les saisons, oui, et des événements sur lesquels on, on ne peut intervenir, mais auxquels nos microzymas en santé savent s'adapter. Donc, à nous de maintenir cet équilibre pour leur permettre de s'adapter aux différents cycles. En bref, il faut entretenir son terrain par de bonnes habitudes au quotidien et avoir confiance en la vie. Tout ce qui nous arrive est expérience et nous fait grandir. Être dans l'amour, non dans la peur. Suivant. Et oui, peut-on empêcher la maladie? Surtout, est-ce souhaitable? Si vous avez bien compris, la maladie, c'est l'expression des microzymas. Le mal a dit. Et heureusement qu'ils réagissent. Ils nous préviennent d'un malaise. C'est le déséquilibre qu'ils ressentent et qui les empêche de remplir leurs fonctions essentielles de base. Et lorsqu'ils réagissent, eh bien, ça se traduit en symptômes parce que ils vont essayer d'apporter toute leur énergie à rétablir cet équilibre pour pouvoir réaliser leurs fonctions. Donc ces symptômes, c'est l'expression de l'activité qu'ils produisent pour rétablir l'équilibre interne. Sauf, à- il y a le risque effectivement qu'à un moment donné, ils ne puissent plus rétablir cet équilibre. Mais euh, tant qu'on a des symptômes et qu'on est capable de les écouter, qu'on les écoute, qu'on y est attentif, on peut réagir avant que le déséquilibre s'aggrave. Et ce qui se passe, c'est que à force d'empêcher les symptômes d'agir, de les étouffer par les médicaments et par, eh bien, on empêche les microzymas de rétablir les choses. Et donc, la maladie va s'installer de plus en plus. Donc, de ce point de vue-là, on peut empêcher la maladie en essayant d'apporter au mieux un équilibre intérieur, un équilibre du terrain. Mais quand la maladie est là, il faut aider nos microzymas par le repos digestif, mental, rétablir les fréquences de santé. Il y a autant de fréquences que de milieux internes. Je pense que vous en savez mieux que moi là-dessus. En rétablissant le contact avec l'origine de la vibration de vie. Et l'intention du thérapeute et de l'individu lui-même doivent aller dans ce sens. Et tirer les leçons de la maladie. On doit chercher à comprendre ce que l'on doit changer pour améliorer son terrain. En bref, il faut gagner en autonomie. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est mon site. À l'origine, j'avais créé ce site en ayant compris la bioélectronique Vincent, et je décrivais dessus, si vous voyez là-haut le menu, c'était comprendre, agir. Dans la partie comprendre, vous avez euh, la bioélectronique, mais depuis tout ce que j'ai découvert, donc les travaux de Béchamp, vous les trouverez par là aussi. Et à agir, c'est les bonnes habitudes au quotidien. Donc ça, c'est de la pratique au quotidien. C'est très pragmatique. Et c'est à adapter à chacun. Voilà. Donc vous pouvez trouver des éléments là-dessus. Voilà. Donc j'ai écrit un livre. Donc Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, donc qui est édité aux éditions Marco Pieter. Vous avez ici le moyen de commander le livre. Et si vous cliquez sur la page du livre, là, sur mon site, donc bonneshabitudes.fr, si vous cliquez sur la page du livre,
Vous aboutissez sur une page euh, qui, dans lequel j'ai réuni tout ce qui pouvait apporter des éléments complémentaires au livre. Vous avez des vidéos, toute la bibliographie de Béchamp sous forme de PDF que vous pouvez télécharger ou sous forme de lien vers la Bibliothèque nationale de France, voilà, pour aller plus loin dans les informations. Voilà. Page suivante. Donc mon livre, voilà. Et si vous allez à la page suivante, j'ai mis des petits bonus. On a le temps pour les petits bonus? Je pense, hein. Je vous ai Oui, mis, oui, c'est bon. On peut y aller. ouais, je vous ai mis deux expériences qui sont, moi j'adore ces expériences parce elles sont formidables parce qu'elles nous permettent de vraiment comprendre tout ça. Et ces expériences, je vais vous les lire parce que c'est Antoine Béchamp qui les décrit et c'est bien mieux que par ma propre expression, qui n'est pas aussi jolie, aussi agréable à entendre. Voilà. Donc, c'est une expérience sur l'œuf d'autruche secoué. Donc, l'œuf d'autruche secoué, il subit une putréfaction par ces microzymas qui sont dans le jaune. Si on analyse un œuf, si on l'observe au microscope, le jaune, on a plein de microzymas dedans. Donc, c'était le vivant à l'origine de l'embryon. Voilà. Et donc, ce qu'on constate déjà par cette simple expérience, c'est qu'une fermentation va se produire à l'intérieur de l'œuf d'autruche et que ça démontre qu'il y a bien du vivant à l'intérieur parce qu'une fermentation ne peut se produire que par des ferments. Et il a fallu faire cette expérience avec un œuf d'autruche parce que c'est impossible de désorganiser un œuf, un petit œuf de poule. Essayez, vous n'y arriverez pas tellement c'est bien fait. Ah, certainement, l'œuf est organisé, savamment organisé. Et que de précautions pour que rien ne vienne troubler naturellement l'ordre admirable qui y règne. Les embryologistes ont admirablement décrit toutes ces parties. Mais après avoir noté ces arrangements merveilleux, ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant, ce qui tisse les cellules, les tissus de l'être qui en proviendra? Et s'ils l'ont cherché, l'ont-ils reconnu? Et il est évident que je ne sais pas si des chercheurs l'ont cherché, mais apparemment pas. C'est ça, c'est là que la science doit venir, absolument. En attendant que je réponde à ces questions, demandons-nous ce qui arrive quand on brouille tout dans l'œuf par de vives secousses. Il arrive que ce qui, dans le plan divin, constituait un arrangement prémédité, quelque chose de structuré, de bâti en vue d'un but déterminé, a été détruit, de façon que les choses qui dans l'édifice étaient destinées à rester séparées ont été confondues. C'est ça l'organisation. Et donc, par la suite, le résultat voulu n'est plus atteint, bien que la matière nécessaire soit encore présente. Qu'y a-t-il donc de changer les conditions? Peu de choses en apparence, mais l'indispensable en réalité. Ce sans quoi la matière restera stérile. Pourtant, ce qui tout à l'heure était capable de produire un poulet avec son devenir est-il absolument détruit par le fait d'avoir secoué l'œuf? Sans doute c'est un cadavre d'œuf, pour parler comme Monsieur Donnet. Mais au sens chimique, est-ce un cadavre? Non, puisqu'une activité se manifeste. Et en fait, on retrouve les microzymas toujours vivants à la fin de la putréfaction de l'œuf. Et le sucre a disparu à la fin de cette expérience.
J'ai une deuxième expérience sur la page suivante. Et ça, cette expérience, elle, elle résume et elle explique quand Antoine Béchamp dit que les microbes que l'on retrouve dans l'air sont en réalité les restes des organismes vivants, eh bien, cette expérience le démontre. Il enterre un petit chat nouveau-né dans du carbonate de chaux chimiquement pur, précipité, créosoté. Créosoté, en fait, c'est de l'acide phénique, c'est antiseptique. Donc, ça empêche les microbes extérieurs d'intervenir. Le tout placé dans un bocal de verre à l'abri des poussières et où cependant l'aération peut se faire, parce qu'il y a besoin d'oxygène aussi à un moment donné. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. Au bout de 7 ans, hein, vous voyez le temps qu'il mettait, il n'hésitait pas à prendre le temps pour faire toutes ces expériences. Les couches supérieures du carbonate de chaux sont intactes, mais où se trouvait le cadavre, les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils, avaient disparu. Le carbonate de chaux examiné au microscope avait l'apparence de la craie, sauf les petits cristaux d'aragonite qui s'y voient habituellement. Les microzymas s'y reconnaissaient aisément à leur forme, à leur aspect brillant. C'est une sorte de craie artificielle. En fait, il a analysé les premières fois qu'il a découvert les microzymas, donc c'était dans cette expérience sur le sucre. Donc c'était des microzymas à l'origine de moisissures qui provenaient de l'air. Ensuite, il les a découverts dans la craie, les microzymas. Et c'est en les découvrant dans la craie qu'il les a appelés microzymas, justement. Et voilà d'où viennent les microzymas de cette craie. Ils proviennent de, des restes d'un petit organisme vivant. Ainsi, de tout l'organisme, il ne restait comme témoin que la présence des microzymas, de même que les microzymas géologiques des terrains sédimentaires ne sont que les restes des organismes enfouis en eux. Voilà, ces microzymas qu'il a retrouvés dans l'air, dans la craie, dans les terrains sédimentaires, sont des microzymas qui proviennent d'un organisme vivant. Et ceux qu'il a retrouvés dans la craie sont probablement des organismes vivants qui viennent de très très longtemps, qui ont vécu il y a très longtemps. Et ces microzymas sont des ferments. Il ne faut pas en avoir peur. Quand on a des bactéries qui se développent en nous, les virus sont les microzymas eux-mêmes, ce sont les nôtres. Et c'est juste une réaction de nos organismes au déséquilibre. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires.